Bonsoir à tous. Donc avant de démarrer, on voulait vous expliquer pourquoi on avait choisi ce thème-là. Donc l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup parler depuis pas mal de semaines maintenant. On est là en fait ce soir justement pour vous faire découvrir ce que c'est l'intelligence artificielle, essayer de comprendre les enjeux qu'on a aussi au niveau sociétal. Et donc voilà, je vais inviter Jasmine sur scène pour le petit hall de présentation. On peut l'applaudir. Ah, merci. Bonsoir. Je suis super contente d'être là ce soir. Du coup, je suis là pour vous raconter une petite histoire. Je m'appelle Yasmine, je suis cofondatrice de Recast.ai, c'est une start-up française dans le domaine de l'intelligence artificielle qui a aujourd'hui 2 ans d'existence. Qu'est-ce qu'on fait précisément ? On travaille sur un secteur particulier dans l'intelligence artificielle qui est la compréhension du langage. Qu'est-ce que ça veut dire ? Concrètement, le cœur de notre métier, c'est de développer une technologie qui va permettre d'analyser du texte pour en arriver à sa compréhension. C'est ce qu'on appelle le Natural Language Processing en anglais, NLP. En français, c'est le TAL, traitement automatique des langues. Mais bon, grosso modo, ça fait la même chose. On va, à travers plusieurs tâches et process, analyser du texte pour en arriver à sa compréhension. Ça, c'est le cœur de notre métier. Qu'est-ce qu'on a fait en développant cette technologie ? On a fait 2 choses. La première, c'est qu'on a créé une plateforme pour que des développeurs puissent très facilement utiliser cette technologie et construire ce qu'on va appeler des chatbots avec. La deuxième, c'est qu'on travaille avec des grands groupes, surtout français aujourd'hui, pour les aider à automatiser leur support client, parce qu'ils ont un nombre d'interactions qui explose, et que automatiser une bonne grosse partie peut énormément les aider, autant en argent, en temps, en ressources, en tout ce qu'ils veulent. Comment ça s'est passé ? Je reviens 2 ans en arrière. Au démarrage, on était 4. 3 du coup, des fondateurs venaient de l'école 42, donc une école qui a été fondée à Paris il y a 5 ans maintenant, une école de dev. Et le 4e, avec un peu plus d'expérience derrière lui, qui est notre CEO actuel, Patrick Joubert, avait pas mal d'expérience dans la banque, avait déjà monté une entreprise auparavant, ce qui a énormément aidé au démarrage du projet. Donc on était 4. Et le démarrage a été OK. On avait une vision de départ, un sentiment, une sensation qui disait la prochaine interface entre nous, humains, et notre environnement et nos services digitaux, ça sera la conversation. En partant de ça, on s'est dit, très bien, du coup, il faut qu'on plonge dans ce qui va être justement cette technologie qu'on allait développer, donc ce NLP, et qu'on voit ce qu'il fallait faire, comment est-ce qu'on allait se l'approprier, etc. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, on connaissait rien. On était juste des devs. Nous, ce qu'on savait faire, c'était pisser du code, et puis c'était tout, quoi. Mais concrètement, on n'avait aucune théorie, aucun cours, rien du tout en machine learning ou en NLP, rien du tout, du tout. Du coup, quand on a démarré, en fait, on n'avait aucun a priori, on n'y connaissait rien, du coup, on s'était juste dit, essayons des trucs et voyons ce que ça donne. Avec un peu de chance, ça a marché, sinon je ne serais pas là ce soir. Du coup, 4-5 mois après le démarrage, on avait une technologie qui marchotait, une première plateforme qu'on pouvait lancer, des développeurs qui pouvaient s'inscrire dessus. Et au tout début, ce qui se passait, c'est qu'un développeur pouvait entraîner son bot avec des données qui étaient des phrases représentatives de ce que son bot devait comprendre. Par exemple, on voulait faire un bot sur, avoir les derniers résultats d'un match sportif ou commander des tickets de train sur Messenger, peu importe. On entraînait son bot en lui donnant des phrases d'exemple comme je veux un ticket de Paris à Nantes, je veux aller de Lyon à Bruxelles demain. Et on le nourrissait pour que quand un utilisateur puisse parler au bot, on puisse analyser la phrase, avoir des informations dessus et automatiser quelque chose. Et quand on a démarré la plateforme, le mot chatbot n'était pas encore un buzzword comme il est aujourd'hui. En fait, c'est arrivé en avril 2016, c'est un peu une date importante dans l'écosystème de chatbot. À ce moment-là, Messenger, donc Facebook Messenger, ouvre son API aux développeurs. Et là, ça permet quoi ? Ça permet à n'importe qui de venir plugger son service directement dans Messenger. Et c'est à ce moment-là que l'écosystème des chatbots a explosé.
Tout le monde s'est aligné là-dessus. Vous avez eu les gros de ce monde qui ont poussé les chatbots à tout va. Microsoft a fait un framework là-dessus. Amazon Alexa, derrière, faisait son truc aussi. Enfin, il y a eu plein d'acteurs qui se sont mis à évangéliser, à créer des technologies, des outils, tout ce qu'il faut pour construire des chatbots. Et c'est ce qu'on a fait aussi. Notre plateforme, petit à petit, est devenue vraiment une plateforme de A à Z pour permettre aux devs de construire un bot depuis la brique de compréhension du langage jusqu'à comment est-ce qu'on peut le connecter à Messenger, Slack, Skype, SMS, tout ce que vous voulez, jusqu'à avoir des analytics pour comprendre quels utilisateurs étaient plus en train de lui parler que d'autres, etc., etc. Ça a été vraiment un gros produit qui s'est développé du coup pendant 1 an et demi, dont on est extrêmement content aujourd'hui. Aujourd'hui, on a plus de 20 000 développeurs sur notre plateforme. Donc ça a explosé il y a 1 an, quoi, à peu près, environ. Et à côté de ça, du coup, il y a 1 an environ, on a commencé à travailler avec des grandes entreprises. Au début, tout le monde voulait faire des chatbots pour tout, rien, n'importe quoi. On se disait, c'est trop stylé, il faut absolument que je sois innovant, je veux aller toucher un nouveau public directement dans Messenger, je veux aller vendre mes produits, créer une nouvelle offre, avoir un nouveau business sur des nouveaux canaux de messagerie, ou je veux automatiser des interactions sur mon support client. Un peu de tout. Aujourd'hui, on est plutôt dans une vague, dans ce marché-là, descendante. On se rend compte de la réalité, de ce qui est possible de faire et de ce qui n'est pas possible de faire, parce qu'on a beaucoup d'expectations au début. Enfin, on croit que le chatbot va pouvoir tout faire, tout automatiser, répondre à toutes nos questions. Pas du tout. En vrai, un chatbot, c'est quelque chose de très restreint, qui a un scope bien précis, qui sait répondre à certaines choses, et dès qu'on en sort, il ne sait plus rien faire. Du coup, une fois que cette vague de « ouais, on va faire tout et n'importe quoi », c'est un petit peu estompé, en tout cas, à Recas, ce qu'on a décidé de faire, c'est vraiment davantage, en tout cas pour les grandes entreprises, se spécialiser dans l'automatisation du support client. Parce qu'il y avait un vrai retour sur investissement très visible, des projets qui, du coup, marchaient très bien. Et c'est ce qu'on a fait avec des boîtes comme SFR, EDF, SNCF, des grands comptes comme ça. Ça se développe super bien aujourd'hui. On est 22 dans l'équipe. On est basé à Paris et à San Francisco depuis 2 semaines. On vient d'ouvrir un bureau. Tout va bien. On est une équipe qui est plutôt jeune dans l'ensemble. On doit être, la moyenne d'âge doit être autour de 26 ans, quelque chose comme ça, 27 ans. C'est assez jeune. Et pour nous, du coup, disons que les prochains mois et la prochaine année qui arrive va être en grande partie focus sur l'internationalisation. Si vous voulez, on arrive vraiment à une période où on a une technologie qui est performante, on sait qu'on est bien positionné dans le marché, on a une communauté de développeurs qui nous fait confiance et dont on tire énormément de choses. On a des clients qui sont prêts à payer et qui nous font confiance aussi. Donc on a une base, maintenant il faut scale. Voilà où on en est. Merci beaucoup de votre attention. Merci Yasmine. Je vais inviter Stéphane et Elisabeth à monter sur scène. Tu veux qu'on... Donc avant de démarrer dans le vif du sujet, sachez qu'on se balade avec des micros. Donc dès que vous avez une question ou une interrogation ou vous voulez échanger directement, n'hésitez pas à lever la main. Assez haut par contre. Comme vous êtes beaucoup ce soir, on ne vous voit pas tous. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Moi, c'est bon, moi, c'est bon. Je suis Elisabeth Lehague, donc déjà je suis très impressionnée de voir toutes ces personnes, donc je vais essayer d'assurer. Donc moi je suis juriste, juriste de formation, je suis responsable juridique actuellement dans une entreprise dans les télécoms et qui traite du big data, mais donc ça c'est ma mission normale le jour, et puis après je mets mon costume de super IA, et sujet qui m'intéresse par rapport aux nouvelles questions juridiques et éthiques que ça pose, et ça, j'interviens plus dans le cadre de mes actions et mes interventions au sein d'une association rennaise, puisque je suis de Rennes, qui s'appelle Bug et qui explore un peu
à la manière punk rennaise les nouveaux usages du numérique et qui m'a amené donc à connaître et à m'intéresser d'abord aux robots et puis aussi après donc aux questions des algorithmes, aux questions de l'intelligence artificielle, au niveau juridique de par ma formation juriste, mais aussi de plus en plus par rapport à la dimension éthique qui m'intéresse aussi particulièrement. Et puis, au fur et à mesure de mes interventions, j'ai aussi été amenée à intervenir au sein de l'IMT Atlantique à Rennes, où j'interviens en tant qu'enseignante vacataire, où j'essaye d'échanger avec de jeunes pousses étudiants comme vous autour de ces questions, droit des robots, IA, les nouveaux enjeux que ça pose. Et puis aussi, je participe à certains travaux de recherche, toujours avec l'IMT Atlantique, mais là avec des sociétés comme Orange, par exemple, pour explorer un peu les fondamentaux du droit autour de ces sujets d'IA qui sont fort intéressants. Voilà. Merci. Bonsoir, bonsoir. Stéphane Kner. Je suis un entrepreneur depuis 20 ans sur la région de Nantes. J'ai créé un certain nombre d'entreprises déjà. Donc, la première ici sur Nantes, c'était MyScript. Aujourd'hui, à l'époque, Vision Objects. Aujourd'hui, MyScript, plutôt dans ce sens-là. C'était probablement la première entreprise dans l'intelligence artificielle dans le Grand Ouest. La spécialité, c'est de la reconnaissance de l'écriture. Aujourd'hui, on est leader mondial. C'est une entreprise avec à peu près 120 personnes. On est sur le marché mondial, donc on vend 95% à l'export. Et aujourd'hui, je suis à la tête d'une petite entreprise, d'une toute petite start-up, c'est ma 4e. Avec Vision Objects, MyScript, je suis allé full circle, donc j'ai créé, je suis allé jusqu'à la vente. Ma dernière pousse, elle s'appelle Cognitalk, et notre objectif, c'est, si vous avez bien entendu Jasmine, c'est très proche de ça, donc, mais sur la couche basse de la technologie. Donc on crée des technologies, des intelligences artificielles conversationnelles. Et donc notre objectif, c'est vraiment de créer quelque chose qui est capable de passer le Turing Test, le fameux Turing Test qui essaye de déterminer si vous parlez avec une intelligence artificielle ou vraiment avec un humain. Donc voilà, serial entrepreneur à ma 4e entreprise. J'essaye de me rendre un peu utile depuis quelques années sur la place de Nantes, à plusieurs titres. Par exemple, j'investis dans des jeunes pousses. Donc s'il y a des gens parmi vous qui ont des très bonnes idées et qui cherchent des sous, si vous êtes déjà à un certain stade, ça vaut toujours le coup de me pousser un email pour voir si ça pourrait m'intéresser. On a aussi, avec des copains, récemment créé un accélérateur ici sur Nantes qui s'appelle Imagination Machine. On a trouvé une personne qui nous est venue de San Francisco, Rob Spiro, qui aussi a déjà créé quelques entreprises avec beaucoup de succès. Et donc voilà, l'idée de cet accélérateur, c'est de prendre des petites entreprises encore dans un stade de réflexion, voire tout au début, et de les accélérer pour les amener sur un cap vers le succès. Donc voilà, j'essaye de me rendre utile aussi à ce titre-là. Merci. Alors, pour commencer, si on parlait un peu, si on essayait de comprendre ce que c'est l'IA, est-ce que vous pouvez peut-être nous donner une définition pour vous? Qu'est-ce que c'est? Allez. Alors, c'est compliqué. Non, je dirais, si j'essaie d'oublier les buzzwords et ce que ça signifie médiatiquement, marketingement, tous ces trucs-là, c'est une science qui vise concrètement à créer un système intelligent. Après, qu'est-ce que ça veut dire intelligent? C'est en fait ça la vraie question. Je vais vous passer la main du coup. Je vais tenter quelque chose, parce que ça fait très très longtemps que je navigue dans ces eaux-là. J'ai fait une thèse à Paris il y a très très longtemps sur les réseaux de neurones, et c'était dans fin des années 80. Et déjà, l'intelligence artificielle en tant que science, comme tu dis, ça avait déjà 40-45 ans à l'époque. Ceci dit, personne ne savait vraiment donner une bonne définition de ce que c'est l'intelligence artificielle, et je pense que ça n'a pas vraiment changé. Donc il y a une petite définition que moi j'aime bien,
intelligence artificielle, le mot artificiel, je pense que tout le monde comprend. Comme tu dis, le problème, c'est le mot intelligence. Ouais. Mais en fait, une définition très simple, c'est que si un système, si un robot ou un logiciel ou quelque chose est capable de faire des choses qu'on a pensé que seulement l'humain sait faire, parce que c'est tellement complexe que seulement l'humain devrait pouvoir faire, alors on va l'appeler intelligent. Ce n'est pas une définition exacte. Si on cherche dans les définitions exactes, il y en a maintenant, depuis pas si longtemps que ça, mais il y en a. Il y a des chercheurs dans la théorie de l'intelligence artificielle et du machine learning qui s'aventurent là-dedans. Et cette définition-là, elle cherche plutôt dans la théorie de la complexité. Donc, plus un environnement est complexe, plus une tâche est complexe, plus les connaissances qui sont nécessaires sont larges et complexes et profondes, plus c'est difficile de créer ce système-là. Et donc, plus il faut de l'intelligence pour le faire. Un autre thème qui est récurrent dans l'intelligence artificielle, c'est l'apprentissage. Donc, on parle en général de systèmes qui sont capables d'apprendre. Donc, au lieu d'avoir un système expert, comme dans les années 80-90, où on demande à un humain de programmer des règles, on va essayer de les extraire des données. Et donc, il nous faut beaucoup de données. C'est pour ça qu'on parle souvent de big data. Et des systèmes qui sont capables d'extraire de big data des règles et des connaissances, on appelle ça souvent intelligent. En fait, on a eu beaucoup de mots qui sont machine learning, système expert, et je ne sais pas si tous les gens dans la salle savent ce que c'est. Et... Qui ne sait pas ce que c'est le machine learning? Il ne faut pas hésiter. Hein. La plupart des gens semblent savoir. Une explication? Oui. Bon, le machine learning, c'est vraiment l'apprentissage automatique en français. Et comme tu disais, mais c'est la même chose. Et donc l'idée, c'est encore une fois, c'est de prendre des données et d'extraire des connaissances à partir de ces données-là. Donc un exemple, c'est les recommandations, par exemple, que vous trouvez sur Amazon, sont compilées de beaucoup de gens qui ont vu et recommandé, et donc on compile toutes ces données-là pour vous donner une recommandation. Par exemple, mais si rien que taper un mot ou quelques mots dans la search box, dans la petite boîte de recherche sur Google, ça a fait déclencher tout un tas de machine learning derrière, où on a utilisé des statistiques. D'ailleurs, le mot statistique, c'est pas mal. À une époque, on a appelé ça statistique, et c'est pas une mauvaise définition. Ok. Est-ce que vous savez d'où vient cette appellation? Et pourquoi ce mot intelligence artificielle ou... D'où ça vient? Ouais. Alors, je vais pas faire jouer les experts. Enfin, d'après ce que j'ai moi compris, ça daterait des années 50, de 1950, où le terme intelligence artificielle a été pour la première fois utilisé par un chercheur dont j'oublie complètement le nom, aux États-Unis à la conférence de Dartmouth. Enfin bon, il suffit d'aller sur Wikipédia et on a un peu l'origine, où vraiment, c'est effectivement la difficulté. Là, j'en reviens peut-être juste pour la définition. Avec mon point de vue juridique, bon, c'est évident qu'il n'y a pas du tout de définition juridique aujourd'hui consacrée sur l'intelligence artificielle. Il n'y a pas non plus, à ma connaissance, effectivement, de définition consacrée universellement, même au niveau technique. Mais c'est vrai que finalement, c'est une discipline qui a évolué aussi dans les interprétations, puisque il me semble qu'à la base, l'intelligence artificielle était vue avec un idéal à la Turing d'être vraiment dans l'imitation de l'humain, de reproduire toutes ses capacités cognitives. Et puis au fur et à mesure, on a vu que c'était pas si évident que ça. On est allé vers des domaines de spécificité plus précis. On va dire, on va peut-être plus s'attacher à faire en sorte que la machine peut jouer aux échecs aussi bien que l'humain, plutôt que de vouloir que la machine soit un humain et comparable dans son intelligence à l'intelligence humaine ou animale. Donc finalement, on est plus sur un ensemble de techniques qui ont pour objectif d'approcher des capacités de processus cognitifs humains ou animaux en utilisant des machines. En gros, c'est un peu un gros bousin générique. Et puis après, il y a des déclinaisons. La machine learning est une branche de l'IA, si je comprends bien, parce que alors, moi, j'ai vraiment du mal, je ne suis pas du tout technicienne, donc c'est vrai, c'est des domaines très complexes à comprendre, et c'est ça qui rend aussi, je prêche pour ma paroisse, là encore, au niveau juridique, pour essayer d'appréhender quand même le cadre dans lequel s'inscrit l'intelligence artificielle.
la complexité de la matière, la complexité, la volatilité de sa définition ne rend pas les choses très évidentes pour appréhender son encadrement juridique en tout cas. C'est vrai. Et comme tu as commencé à l'expliquer, Stéphane, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrètement au quotidien où est-ce qu'on retrouve de l'IA? Ouais, il y en a plein. Un truc tout bête, tout le monde a Facebook ici. Quand vous avez votre tête taguée sur vos photos de groupe. Et là, tout le monde va avoir peur. non, mais vraiment. Il y a eu des. Vous avez posté. Ah, merci. Donc, vous avez sans doute posté des centaines de photos de vous sur Facebook parce que vous adorez vous prendre en selfie sur la plage ou je sais pas quoi. Et du coup, derrière, l'algo a réussi à apprendre à détecter votre visage. Et quand il y aura une photo de vous avec tous vos potes autour de vous, il va taguer votre visage, typiquement. Et il va mettre le label Yasmine Antonis en dessous de votre photo. Ça, c'est un usage super fréquent. Enfin, vous le voyez tous les jours sur votre feed Facebook. C'est vrai. D'autres trucs qu'on ne voit pas encore tous les jours, mais dont maintenant, depuis, je dirais 2 ans, tout le monde parle. C'est la voiture qui conduit tout seul, la conduite autonome d'une voiture. Il y a ces voitures-là, et ça existe. Donc aujourd'hui, à Nantes, je pense qu'on n'en voit pas encore. Mais pour ceux qui ont passé un peu de temps dans la Silicon Valley, c'est pas difficile d'en voir. Si vous restez sur un carrefour un peu fréquenté, vous envoyez 2-3 par heure. Donc ça existe, et c'est des voitures qui sont bourrées d'intelligence artificielle, bourrées de machine learning, parce qu'ils ont plein de capteurs. Donc ils captent avec des radars, avec des lidars, avec des caméras. Et il faut traiter toutes ces informations-là en temps réel. Donc ça fait un peu référence, comme tu disais, à des choses qui sont un peu d'inspiration cognitive. Et donc il faut interpréter tous ces signaux qu'on capte pour garantir que la voiture va dans la bonne direction et on n'écrase pas quelqu'un sur le chemin. Donc on en parle beaucoup. Il y avait l'histoire aussi aux États-Unis justement de la Tesla qui a été... il y a eu un accident de voiture et il y a eu quelqu'un qui a été écrasé. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Et en fait, Elon Musk disait qu'il n'y avait pas eu de problème dans son algorithme, au niveau technique, en fait, que la voiture a bien réagi comme il fallait qu'elle réagisse. Il y a eu quelqu'un qui est décédé. C'est quelque chose de... Ouais. Voilà. Je pense qu'il y a un vrai... je pense juridique, tu vas pouvoir nous éclairer. Mais d'un point de vue, disons, technique, il y a quelque chose qu'on se pose souvent comme question, et c'est exactement dans ce genre de cas-là, où, par exemple, dans le domaine médical, quand on doit faire un diagnostic ou ce genre de choses, qu'il y a peut-être la vie d'un être humain qui est en jeu, pour le coup, c'est comment est-ce que le programme intelligent qui prend une décision a été construit. Il a été construit avec des données, un dataset, parce qu'on l'a entraîné pour qu'il puisse, en effet, se faire ses propres caractéristiques et prendre une décision à un moment T. Ces données, elles viennent d'où? Du monde réel. Et dans la réalité, il y a des choses qui sont biaisées, il y a des erreurs, il y a des... Ok, je prends ça. Allô? C'est pas mieux. Hein. C'est mieux? Ouais. Si? Ok, cool. Donc, du coup, on prend ces données dans le monde réel. Donc, par exemple, un exemple super concret. Vous voulez prédire le salaire dans votre entreprise que vous allez donner à certains employés dans les 5 prochaines années. Du coup, vous allez vous baser sur l'évolution du niveau de vie des 10 années précédentes, de l'évolution des salaires qu'il y a eu dans les 10 années précédentes. Et pour ça, vous allez voir les fiches de paye de plein de salariés de votre boîte les 10 années précédentes, par exemple. Et vous allez prédire que dans 5 ans, ce salarié il sera payé tant à cause de toutes ces fluctuations. Et par exemple, les femmes sont peut-être sans doute encore moins payées que les hommes. Alors qu'on est dans une société où on n'a pas envie que ça continue. Et pourtant, en fait, on s'entraîne sur des données réelles qui sont peut-être un peu biaisées, un peu fausses, avec des erreurs humaines, etc., etc. Donc ça va potentiellement se retrouver dans la décision et prédiction d'un algo de machine learning. Enfin bref, voilà. Bref, ça c'est le côté plutôt technique, mais d'un côté juridique, du coup, ça pose d'autres questions. Enfin... Oui, alors il y en a tellement. Là, il y a effectivement toutes ces histoires de discrimination. On y reviendra peut-être plus tard quand on abordera plus précisément la partie juridique. Mais c'est vrai, pour peut-être rebondir sur l'affaire Tesla,
À ma connaissance, donc c'est le conducteur hein, qui est mort. Et je crois qu'un des arguments qui a été retenu était le fait que le système était un système d'assistance à la conduite. Donc on n'était pas dans un système 100% autonome. Le postulat était que finalement le conducteur, qui a priori devait regarder un film pendant que l'accident a eu lieu avec un camion, finalement l'utilisateur était lui en tort par rapport au statut d'usage du système d'IA, qui n'était pas censé être un système d'autonomie remplaçant la personne, le conducteur, qui donc avait un devoir de vigilance à avoir, qu'il n'a pas eu. Et a priori, le système, s'il avait été vigilant, il y a une expertise qui a eu lieu, disant qu'il aurait eu 7 secondes pour pouvoir réagir et éviter l'accident s'il avait été normalement attentif. Donc c'est sur cette base-là que du coup, on n'a pas retenu de responsabilité de Tesla, mais ça pose vraiment quand même ces nouvelles questions, parce qu'effectivement, on est là dans une définition juridique, c'est-à-dire je vais vous faire signer vos conditions générales d'utilisation. C'est un système d'assistance avec 38 pages de mise en garde, comme pour quand on vend un aspirateur, avec toutes les mises en garde et usages à éviter. Donc après, voilà, ce sera sur la responsabilité de l'usager, finalement, que va se porter l'attention. Donc c'est aussi des techniques juridiques qui vont s'articuler autour de ça. Mais on voit quand même qu'il y a un décalage entre cette présentation très précise, plus précise, et puis l'appréhension des individus des outils d'intelligence artificielle. Et ça pose énormément de questions. Et là, on bascule un peu en plus dans le domaine d'éthique sur la confiance, un peu cette espèce de confiance énorme que vont accorder les individus par rapport au système d'intelligence artificielle, ce manque de recul peut-être éventuellement, l'impact sur le comportement humain, qui va donc biaiser finalement un peu la réalité sur laquelle on se base depuis historiquement pour analyser les comportements, les conséquences, et notamment au niveau de la responsabilité. Et effectivement, sur les questions des données, le biais des données, c'est aussi une vraie question au niveau juridique sur comment, puisque ça entraîne des discriminations qui sont des délits, des crimes qui sont, enfin pas des crimes, mais des délits qui sont réprimés. Donc il y a des lois qui existent pour éviter la discrimination. Mais du coup, comment on remonte à la preuve, à la démonstration d'une discrimination effectuée par des systèmes d'intelligence artificielle, et surtout qui est responsable, in fine, quand ces délits ou ces contraventions sont réalisés. Bonjour, Adrien. En fait, pour aller un peu plus loin en fait là-dessus, parce que je trouve ça intéressant, mais on est dans le cas en fait où il y a une défaillance en fait humaine. J'avais cet exemple en tête là toujours, si on parle de la voiture sur laquelle le système d'intelligence artificielle doit faire un choix. Je vais prendre un truc horrible en fait, une situation terrible. Il y a un conducteur en fait qui peut-être dort en fait à côté ou peu importe, hein, et on a sur le passage clouté en fait devant une maman avec 3 enfants. Et a priori, en fait, la voiture n'a pas le choix, en fait, ou en tout cas le système n'a pas d'autre choix, en fait, que de soit tuer le conducteur, soit tuer en fait les enfants. Comment en fait on décide, en fait, dans ces cas-là, qu'est-ce qui programme, qu'est-ce qui se passe? Enfin, je crois que c'est des questions qui s'étaient posées en fait à un moment. Et moi, ça m'interroge beaucoup en fait sur jusqu'où ça va en fait. Hein, est-ce une part de hasard en fait là finalement qui n'existe plus en fait. Donc je trouve que c'est intéressant en fait. Hein. Et dans ce cas-là en fait précis, comment en fait ça se passe? Est-ce que ça s'anticipe ça au niveau de la programmation en fait, hein, ou Je peux réagir un peu. C'est une histoire qui est souvent citée dans les articles, ou plutôt une question qui est souvent citée dans les articles. D'abord, première remarque, si vous êtes la personne qui est dans la trajectoire de la voiture, je vous souhaite que c'est une voiture qui est autonome, parce que vous avez plus de chances de survivre que si c'est un conducteur allemand ou un conducteur humain. Ça c'est pas mal, c'est un freudien. Puisque je suis allemand, donc si moi je suis c'est peut-être plus grave. Donc
Pourquoi? Parce que cette machine, là, dans la voiture, elle a vraiment une chance encore de faire des calculs. Elle va pouvoir réagir, il va calculer quelque chose, il va pouvoir planifier sa trajectoire, il peut réagir un peu mieux que probablement n'importe quel humain, pas forcément allemand, qui va juste dire « Ah, catastrophe, et qu'est-ce que je fais ?» Il ne va rien faire du tout. Donc, première remarque. Deuxième remarque, oui, maintenant sur la programmation de cette intelligence artificielle qui conduit cette voiture. Là, il va falloir quelque part mettre un biais dans ce programme pour faire un choix. C'est quoi mieux? Une maman avec un bébé ou 3 personnes plutôt âgées ou, tu vois, c'est quoi la valeur de tout ça? Voilà, exactement. Mais encore une fois, imaginons que toute cette scène-là se passerait en ralenti. Et toi, tu serais au volant. Qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu ferais? Si tu avais suffisamment de temps, tu serais obligé quelque part de faire les mêmes réflexions. Tu vas te demander, mais qu'est-ce qui est mieux? Est-ce que j'ai de quoi pour décider ça? On est tous d'accord, c'est horrible comme perspective. Mais si tu avais le temps, tu vas réfléchir à ça et tu vas peut-être plutôt dire, tant pis pour les 3 vieux là. C'est le moindre mal et tant mieux pour le petit bébé avec sa maman. Mais le problème ne s'en va pas, ou on n'a pas créé un nouveau problème parce qu'on va mettre une intelligence artificielle dans la voiture. C'est ça ce que je veux dire. Enfin, ça pose quand même une question d'ordre plus philosophique finalement, au-delà de la technique pure, parce que là on parle, on passe dans une autre dimension où le fait d'avoir quand même toujours une imputabilité humaine d'un acte, d'une réalisation par rapport à la vie d'un autre humain reste dans une norme humaine établie. Là, le fait de rationaliser mathématiquement, finalement, une décision qui a un impact potentiel sur une vie humaine, pose des questions d'ordre plus philosophique et même donc de choix aussi de société. C'est-à-dire qu'après, d'une société à une autre, la valeur d'une vie humaine ne sera pas forcément la même. Après, attention aussi aux dérives. Voilà, est-ce que j'ai un cycliste, entre un cycliste avec un casque, un cycliste sans casque, un cycliste habillé de telle manière ou pas de telle manière, voilà, je vais avoir des choix qui vont être prédéterminés. Est-ce qu'on va aussi, il y a un risque de stigmatisation de certaines populations, de certains comportements, et aussi un impact plus global sur une normalité finalement imposée indirectement aux individus qui vont savoir que voilà, la machine est programmée pour réagir de telle ou telle manière, et donc va impacter les comportements finalement des individus. C'est aussi des questions qui se posent avec la Smart City, typiquement, sur l'impact sur les comportements humains pour s'adapter plus à un prédéterminisme technologique qu'à une véritable autodétermination des individus. Mais bon, ça c'est des choix de société, des réflexions à mener qui sont pas évidentes, ça c'est sûr, parce qu'il y a aussi le côté très efficace et effectivement, comme tu l'as dit, potentiellement plus sécurisé d'avoir recours à un système global de voitures autonomes, parce qu'on pourra démontrer que globalement, oui, il y aura toujours des accidents, mais globalement, il y aura plus de sécurité. Mais il y a quand même cette dimension, il y a cet humain-là qui est tout bizarre, tout mal formé, qui n'est pas robotisé encore et qui embête un peu aussi les réflexions sur ce sujet-là, mais qui, in fine, est à prendre en compte. C'est aussi, je pense à nous, notre rôle aussi de se positionner, de se questionner par rapport à ces questions-là, d'avoir une vraie approche aussi citoyenne de l'intelligence artificielle pour accompagner, je pense, l'acceptabilité finale au sein d'une société de ces technologies. L'idée, c'est pas de la rejeter, mais de l'accompagner quand même avec une implication humaine et citoyenne. Enfin, ça, c'est mon avis aussi personnel. Et justement, par rapport à ça, à votre avis, est-ce qu'on doit donner justement un statut juridique à l'intelligence artificielle ? Alors c'est une question qui est très sérieusement en cours d'examen, qui a été, surtout au niveau des robots, plus que l'intelligence artificielle fait partie des robots, in fine, mais c'est une vraie question qui est posée. Donc il y a un avocat, Alain Bensoussan, qui est un peu hégémonique sur le domaine des nouvelles technologies, qui vraiment prône cette approche de reconnaître une personnalité juridique
aux robots et éventuellement au système d'intelligence artificielle, en accordant, donc, comme pour les entreprises qui ont une personnalité juridique fictionnelle, on va créer une personnalité juridique, de la même manière, on va créer une personnalité juridique pour le robot, qui aura de ce fait des droits et des devoirs et qui sera éventuellement immatriculé, pourra être tracé et pourra être in fine responsable en cas de dommages causés avec des systèmes d'autonomie tels qu'on ne pourra pas du tout relier la réalisation du dommage à une personne. Donc c'est des questions assez complexes parce que ça implique quid de l'indemnisation, hein, la responsabilité, le droit de la responsabilité, sa raison d'être, c'est d'indemniser les victimes. Donc au final, il faut surtout voir comment on peut indemniser les victimes. Alors un robot, est-ce qu'il y aura comme une société un capital propre au robot? Est-ce qu'il y aura un fonds de garantie spécifique des entreprises qui cotiseront pour permettre l'indemnisation des victimes? Et ça voudrait dire qu'on a des indemnisations peut-être limitées et identifiées au préalable. Est-ce que là encore, ce sera acceptable pour les individus? Se dire, ok, d'accord, je me fais écraser de moitié par une voiture autonome, je sais que je ne pourrais prétendre qu'à telle indemnisation. Est-ce que ça ne va pas non plus bloquer les... Enfin, bon, c'est des vraies questions qui se posent. Il y a une autre école aussi qui dit qu'on a des régimes de responsabilité assez aboutis, hein. Aujourd'hui, on n'a pas forcément besoin d'avoir une faute imputable à une personne pour avoir une responsabilité. On a des systèmes qui permettent de, même si c'est une chose qui produit un dommage, eh ben, il y aura quand même une responsabilité d'une personne qui est soit le propriétaire, d'une personne qui est soit le fabricant d'un produit défectueux. Donc on a des régimes en place. Maintenant, le défi que va poser les systèmes d'intelligence artificielle, c'est vraiment leur complexité, la multiplicité des acteurs et comment on retrace la responsabilité. Donc une deuxième école qui est plus vers... il y aura toujours quand même une personne humaine responsable in fine. On n'est pas dans la responsabilité robot. Mais à ce moment-là, il faut développer des règles plus précises et plus adaptées pour pouvoir identifier, tracer les responsabilités des uns et des autres et voilà, allouer les responsabilités pour permettre une indemnisation des victimes. Et ça, là-dessus, c'est un grand chantier. Et je pense que ce sera un des premiers chantiers juridiques, j'espère, qui sera précisé pour accompagner justement le développement de ces systèmes. Et justement, par rapport à ça, est-ce que vous savez s'il y a des pays ou des entités ou des entreprises qui se posent ces questions-là et d'où ça vient ? Tout le monde se pose ces questions-là. Je pense qu'il n'y a pas aujourd'hui, il n'y a pas de droit spécifiquement abouti autour des questions robots, intelligence artificielle. Enfin, en tout cas pas à ma connaissance. Hein. Je n'ai pas le nom d'ubiquité, je ne sais pas ce qu'il en est de partout, mais les réflexions sont quand même les mêmes un peu partout. Au niveau Europe, les travaux au niveau de la Commission européenne sont assez avancés. On a saisi, en tout cas via les robots, ça a été saisi assez vite, ce sujet. Aux États-Unis, il se pose aussi beaucoup de questions. Il y a beaucoup de développement. Les voitures autonomes sont dans des phases de test, donc c'est des règles un peu spécifiques qui sont développées au cas par cas et qui ne sont pas forcément en plus alignées exactement les mêmes d'un État à l'autre. Donc il se pose énormément de questions par rapport à ça également. Donc c'est un peu l'idéal, c'est quand même de définir des règles génériques et assez universelles par rapport au développement de ces technologies. À ma connaissance, on n'est pas encore il n'y a pas encore de précision particulière sur le sujet, c'est plus. Mais clairement, il y a beaucoup de travaux, d'études, de recherche sur le sujet pour alerter aussi. Alors j'en finirai là parce que j'ai l'impression que je parle tout le temps. Je pense que c'est aussi très important d'impliquer le législateur aussi, le politique, dans l'établissement des règles. Et là, on voit aussi que c'est, pour l'instant, le monde académique, le monde des entreprises essaye de réfléchir sur les sujets, essaye d'identifier des pistes d'action, mais il y a un peu de l'écho quand on essaie de savoir si c'est saisi de manière assez précise au niveau politique, au niveau des législateurs, pour vraiment accompagner une réflexion sur la mise en place de règles sur le sujet. Et nous, on en parle en tant que Français, mais est-ce que vous savez si, par exemple, aux États-Unis ou Europe, les gens ont peur
des robots et l'avenir, ou comment ça, ou c'est typiquement français, ou c'est J'aimerais bien qu'on pose la question au public. Qui n'a pas peur de l'intelligence artificielle ici? Quand même. Il n'a pas peur, ok. Et donc ça veut dire que la moitié de la salle, vous avez peur. De quoi est-ce que vous avez peur? C'est pas tant la peur générale de dire il y a quelque chose de nouveau qu'on maîtrise absolument pas, etc. L'humain est encore beaucoup moins, c'est beaucoup moins sécurisé, comme vous l'avez dit. Un humain, c'est un peu comme un animal, c'est juste imprévisible. Un programme, on a au moins cet avantage-là, c'est si on maîtrise les facteurs qui sont dans un programme, on a une réaction qui est normalement prévisible. Néanmoins, c'est effectivement plus au niveau des dérives qui pourront être liées d'un pays à l'autre, etc. Parce que même si on avait des lois en France, on va reprendre le principe de la voiture autonome. C'est pas pour autant que là je passe la frontière et d'un seul coup, visiblement, avoir 3 bébés en traversant la route, c'est pas les mêmes critères pour savoir qui va survivre dans un cas éthique ou pas. Et puis ça va surtout bien au-delà des voitures autonomes. On a la domotique, on a énormément de choses qui va derrière. Moi, ce qui pourrait m'inquiéter en fait, c'est le niveau de dépendance lié à l'IA et surtout l'intérêt justement de pouvoir continuer à s'élever, on va dire, d'un point de vue savoir, si on arrive à tout remplacer, ou en tout cas à remplacer énormément de choses. Il y a déjà beaucoup de choses qui se perdent. Automatiquement, des métiers vont mourir, des nouveaux métiers vont arriver, ça c'est logique, c'est une suite complètement logique. Mais néanmoins, il y a quand même beaucoup de choses aujourd'hui qui se perdent et qui ne devraient pas forcément être perdues pour des questions pratiques, pour des questions de confort, pour des questions de statut humain, oui. Pour des questions de laxisme, non. En fait, c'est plus dans l'usage de l'IA que je suis inquiet que de l'IA en règle générale, en fait. C'est plus sur ces points. Il y avait quelqu'un là, peut-être je vais faire une petite remarque en attendant sur ça, parce que je trouve la remarque très intéressante. Juste pour peut-être polariser un peu, s'il y aura débat, ce débat encore davantage. Moi, personnellement, je pense que l'évolution de l'IA va en accélérant, et je suis assez d'accord avec un futuriste qui s'appelle Ray Kurzweil, qui travaille aujourd'hui chez Google, qui fait des prévisions temporelles sur qu'est-ce qui va arriver quand au niveau des technologies depuis 40-50 ans, et qui est étonnamment juste. Il a prévu que l'IA va dépasser au niveau intelligence l'humain. C'est la fameuse singularité dont on parle souvent. Ça, c'est en 2045. La plupart des personnes dans cette salle verront cela. Pour moi, c'est peut-être plutôt mes enfants, mais la plupart des personnes dans cette salle vont vivre ça. Ça veut dire que vous n'êtes plus l'espèce ou l'entité la plus intelligente sur cette planète. Donc, effectivement, par rapport à cette vision-là, on peut prendre peur. Là, il y avait donc cette dépendance dont vous parlez, et quel effet ça puisse avoir sur notre relation avec le travail dans la société. Il y a beaucoup d'articles en ce moment sur le sujet. Moi, j'ai condensé plusieurs choses de ça. On n'est pas obligé de faire tout ce qu'on pourrait technologiquement faire. Donc le fait qu'on peut construire des machines qui sont plus intelligentes ne nous oblige pas de les construire et ne nous oblige pas de les mettre partout et de nous remplacer partout. C'est un choix que nous avons. Deuxième remarque, moi je pense que j'ai eu des longues discussions avec des collègues un peu partout sur la planète sur ce sujet-là, et on est à peu près plus ou moins d'accord. Il y a vraiment là une opportunité pour l'humanité. Je pense que ces intelligences artificielles, c'est une nouvelle génération d'esclaves. Il y a 2000 ans, dans les polices grecques, on avait un niveau de vie extrêmement confortable, extrêmement élevé. Les gens avaient le temps de faire de la politique. Mais tout le monde, ils avaient le temps de faire la philosophie, ils avaient vraiment le temps de s'occuper de leur famille énormément. À l'époque, c'était basé sur un esclavage humain, donc je pense qu'on veut revenir à ça. Mais moi, je vois les IA de l'avenir en tant qu'esclaves de l'avenir, au moins pendant un certain temps.
après quelques décennies, on aura les questions, est-ce que ces êtres-là n'ont pas peut-être droit aux mêmes choses que les humains? Mais là, je vais encore plus loin. Pour votre allusion par rapport au travail et notre modèle de société aujourd'hui, moi je pense que, souvent on cite que ça va créer plus d'emplois que ça va détruire. Je n'y crois pas. Je pense que oui, cette révolution-là, elle va être différente de la révolution industrielle, par exemple, ou de la révolution agriculturelle. Elle va détruire beaucoup de boulot. Mais par contre, encore une fois, c'est notre choix de ce qu'on fait. Et je pense que c'est notre opportunité de laisser tous ces boulots qu'on n'a pas forcément envie de faire à ces IA et de nous occuper de nous-mêmes, c'est-à-dire de la société, de l'éducation, de s'occuper des personnes âgées, de s'occuper politiquement de notre société, de la vraiment construire, mais au quotidien, pas seulement tous les 4 ou 5 ans avec une croix sur un bout de papier, mais dans le quotidien. Donc je pense que c'est ça notre opportunité. Donc moi je vois ça comme une vraie libération. Donc je n'ai vraiment pas peur de ça, mais il faut l'encadrer. Je me permets de prendre la parole. Pour revenir à la première question qui a été posée, il y a une réponse qui n'a pas été donnée et j'aimerais m'adresser à Jasmine et Stéphane dessus. Est-ce qu'on est d'accord aujourd'hui pour dire que ces règles de pondération de la vie entre nos 3 personnes âgées et nos nourrissons, mais surtout, je crois que c'est une des questions aussi, quelle est la vie la plus importante entre la personne qui a payé la voiture qui l'a conduit et la personne qui est sur le passage piéton? Est-ce qu'on est d'accord pour dire qu'aujourd'hui, dans certaines voitures qui sont en circulation, peut-être pas dans notre pays, mais aux États-Unis, est-ce qu'elles sont codées? Et est-ce que des gens ont eu à écrire ces règles de pondération? Il y a plusieurs choses. En fait, le but d'un algo de machine learning, c'est que les règles ne sont pas écrites. C'est que, en ayant des données de base d'apprentissage, l'algo puisse lui-même faire ses règles. Donc concrètement, si on parle vraiment de reconnaître que ça c'est un feu rouge, reconnaître que la rue elle va comme ça, reconnaître que là il y a un passage piéton, qu'il y a quelqu'un qui traverse, toutes ces choses-là, c'est pas quelqu'un, un dev par exemple, qui a écrit dans le programme, alors si à cet endroit-là t'as un carré et puis il y a un truc qui est rond et qui est rouge et qui clignote, alors ça veut dire que c'est un feu et que tu dois t'arrêter. Il n'y a pas ça. On a vu que, en effet, les voitures s'arrêtent souvent devant ce feu rouge et que normalement, il faut s'arrêter. Et qu'il a détecté, l'algo a lui-même trouvé les caractéristiques, mais lui-même, c'est pas quelqu'un qui lui a dit. Et du coup, il est capable de prendre sa décision selon toutes ces caractéristiques et les exemples qu'il a vus. Je sais pas si je suis claire. Oui, mais justement, je pense que là, il y a un vrai danger, et aujourd'hui, on le voit. Il y a beaucoup de machine learning qui est utilisé, notamment dans le milieu bancaire et dans les assurances, et ça m'arrive d'être conseiller là-dedans. Et donc, il y a des lois aujourd'hui qui demandent au fait que l'institution qui utilise cette machine learning, cette AI, est capable de donner des raisons, de le pourquoi. Donc il faut pouvoir aujourd'hui extraire. Donc le machine learning big data pur, tel que tu l'exprimes, c'est le vanilla flavor du machine learning aujourd'hui. Donc c'est ce que fait tout le monde. Mais pour certaines choses, ça ne va pas. Et je pense que c'est bien que ça ne va pas parce qu'à un moment donné, il va falloir qu'on puisse répondre à des questions pourquoi. Nous, en tant qu'humains, on est capable. Pourquoi tu as fait ça ? Et on voit très bien quand on pose cette question-là à des petits-enfants, souvent, bon, je ne sais pas, je fais. Mais ils ont essayé. Ils ne savent pas encore. Mais un adulte responsable, comme tu disais tout à l'heure, on a cette attente. Il faut savoir pourquoi. Et il faut aussi prendre la responsabilité à ce moment-là. Donc moi, je pense qu'on doit avoir cette même attente par rapport aux intelligences artificielles. Et déjà aujourd'hui, dans les algorithmes de machine learning, tout à l'heure, il y avait cet exemple excellent que tu as donné par rapport à la rémunération. Pourquoi pour quelqu'un de féminin, c'est moindre. Il faut qu'on puisse répondre pourquoi et éventuellement changer ça s'il le faut. Oui, moi j'ai une question en fait, ça va être assez simple. Est-ce qu'on n'en demande pas trop à l'intelligence artificielle?
Est-ce que finalement le but de perfection qui pour moi régit l'intelligence artificielle en général, est-ce que c'est pas utopique finalement, puisqu'on y intègre de l'humain à l'intérieur? Je pense que ce qui est utopique, c'est de vouloir faire cette espèce de... de voir l'intelligence comme un espèce de super système qui pourra tout faire mieux, à la perfection, sur plein de domaines, quelque chose de complètement global. Oui, ça, je pense que c'est utopique. Ou alors, ça sera dans longtemps. Mais bon, peut-être pas dans si longtemps, apparemment. Donc, on va voir. Non, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut vraiment se dire, et ce sur quoi ça peut énormément nous aider, c'est des choses très précises du quotidien, qui sont très répétitives, qui n'ont pas de valeur directe à être faites par nous, et qui nous augmentent, en fait. Et là-dessus, ça peut, mais en effet, nous libérer, mais sur plein de choses. Mais du coup, c'est des choses souvent très précises, sur quelque chose de restreint, mais qui marche très bien et qui automatise un truc très très bien, quoi. Moi, je crois en ça, en tout cas, là, aujourd'hui. On verra dans 25 ans. Alors, éventuellement, excusez-moi. Une question, justement, je reviens sur ce que vous demandiez, pourquoi on aurait peur de l'IA. Peur, non, peut-être une certaine appréhension, et je vais me projeter beaucoup dans un monde qui a d'ailleurs été prévu, il me semble, par Stephen Hawking, où l'intelligence artificielle pourrait s'intégrer à la société en tant que citoyen réel, avec un niveau, mais dans assez longtemps, avec un niveau de conscience suffisant pour interagir réellement avec la société. Et je reprends un événement dont j'avais eu vent par les journaux, je crois, il n'y a pas si longtemps que ça. Une intelligence artificielle chatbot qui avait été lancée par une grande société et qui a dû être arrêtée parce qu'une bande de trolls internet, pour ceux qui savent ce que ça veut dire, s'était amusée à lui apprendre un certain nombre de notions et elle est devenue parfaitement antisémite, xénophobe et tout ce qu'on veut. Oui, c'est celle de Microsoft, sur Twitter, ouais. C'était ça. Hein. Ouais, c'était. Donc, voilà, donc la question qui se posait, en extrapolant un petit peu ça, c'est qui alimente les données, quel est le but, quelles sont les motivations, quels sont les intérêts des personnes qui vont alimenter ces données. Et là, justement, sur l'une des dernières questions qu'on a entendues, justement, quand il s'agit de la voiture qui arrive, qui doit soit tuer le propriétaire de la voiture, soit les personnes, et qu'on se dit, est-ce que le constructeur ne va justement pas prendre en compte le fait que la personne qui est dans la voiture va même payer pour avoir la voiture et pourrait payer pour avoir d'autres services? C'est un exemple parmi d'autres. Et par exemple, dans les relations entre les populations, si telle personne conçoit une IA par rapport à sa détestation d'une telle population, par rapport à son appréhension du comportement de tel autre, comment on va pouvoir créer une IA qui sera suffisamment respectueuse, si je puis dire, pour qu'il n'y ait pas de soucis d'interaction, de communication avec l'intégralité des utilisateurs et des personnes qui doivent interagir avec elle? Je pense qu'il y a combien de personnes dans la salle? 300 et des bananes. Ok. Il y a 300 démonstrations d'existence de réponse à cette question-là dans la salle. On a tous été enfants à un moment donné. Sont les règles de comportement, sont les valeurs qui sont les nôtres dans la société. Et nous savons aujourd'hui que ces choses-là ne sont pas transmises par l'ADN. Quand on est né, on ne les a pas. C'est transmis en tant que valeur sociale quand on grandit, quand on est élevé, quand on visite des écoles, quand on a la chance d'aller à l'université. C'est là qu'on apprend tous ces process et toutes ces valeurs. Et moi, je pense qu'il n'y a pas de différence à faire. Et pour les AI, ça va être la même chose. Il va falloir leur éduquer ces valeurs, il va falloir les transmettre. La problématique, pour revenir un peu à ce que disait Jasmine tout à l'heure, c'est qu'avec le machine learning, ce n'est pas aussi évident. Déjà, avec nos enfants, c'est pas toujours évident. Mais avec une intelligence artificielle, ça sera encore moins. Elle va être beaucoup plus exacte. Donc, il va falloir formuler ça de façon un peu plus précise, un peu plus mateuse, un peu plus logique. Donc ça va nous challenger là-dedans, mais je pense que ça sera une bonne chose. Ça va nous forcer d'un peu aller dans un esprit un peu plus,
juridique, justement, un peu plus précis sur ces questions. Mais je ne pense pas qu'il y a autre chose. Donc on a l'expérience dans notre société de comment gérer ça. On éduque nos enfants, on va éduquer nos intelligences artificielles. Moi j'ai une question en fait. Alors c'est une question un peu de néophyte, hein, je m'en excuse, mais en fait, est-ce que c'est possible, mettons dans 20 ans, dans 30 ans, si on suit Kurzweil par exemple, que c'est peut-être débile, hein, mais que l'intelligence artificielle arrive à un point en fait où elle est capable en fait par elle-même de faire des choix pour son propre intérêt en fait de survie. Enfin, est-ce qu'une intelligence artificielle ça peut développer une forme de conscience en fait à un moment? Et est-ce que c'est pas là en fait potentiellement le danger en fait qu'il y aurait en fait avec les IA en fait là-dessus? J'ai envie de dire la même chose et on a cité l'exemple de Tay. Si on éduque mal une intelligence artificielle, dans ce cas-là, ce chatbot de la société Microsoft, et parce qu'on lui a balancé plein de paroles qu'on n'a pas envie d'entendre, ça va mal se passer. Mais avec un enfant, c'est exactement la même chose. Si un enfant grandit dans un milieu où il entend en permanence des bêtises de ce genre-là, il va trouver que c'est normal, il va les adopter, il va faire la même chose. Donc c'est une question d'éducation. Mais c'est possible d'éduquer en fait un truc qui apprend et qui sait déjà en fait dès la naissance 10 milliards de plus de choses en fait qu'un être humain en fait. Est-ce qu'il y a quelque chose en fait à lui apprendre en fait c'est ça le. J'adore cette question parce qu'aujourd'hui l'intelligence artificielle là Ophélie a posé la question tout au début, qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle, et on fait aujourd'hui un peu l'amalgame entre intelligence artificielle, le machine learning, les chatbots, tout ça c'est un peu la même chose, et Jasmine nous a expliqué tout à fait à juste titre que non, ce n'est pas la même chose. Les chatbots aujourd'hui au niveau technologique ça commence à fonctionner très bien, on peut faire beaucoup de choses avec, mais on n'est pas encore du tout à un niveau intelligence artificielle. Le machine learning, c'est pareil, c'est pas vraiment. Souvent, on dit voilà, le machine learning, c'est l'intelligence artificielle moderne. Non, le machine learning, c'est plus comme on disait tout à l'heure avec Ophélie, c'est plus un terme moderne pour dire statistique. On fait des stats. L'intelligence artificielle, ça va beaucoup plus loin. J'ai entendu le terme conscience tout à l'heure, j'ai entendu apprendre par soi-même avec un certain objectif dans la vie. Et ce que tu annonces là, c'est la problématique que le machine learning, ça peut être tellement efficace, ça peut apprendre en claquant les doigts, ça peut apprendre tout Wikipédia. Wikipédia, c'est à peu près 5 à 6 millions d'articles, c'est à peu près 20 fois une encyclopédie qui fait 3 mètres. Et cette intelligence artificielle, en quelques heures, elle a absorbé tout ça et elle peut répondre à toutes ces questions-là. Donc, dans ta question, si je la comprends bien, c'est qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Et je répète, je pense qu'il faut éduquer. Si on balance des données à un enfant, c'est un peu comme si vous prenez un enfant de 4 ans, vous lui dites, voilà la librairie, voilà la bibliothèque municipale, il y a 30 millions de livres là-dedans, tu y vas, je rouvre la porte en 20 ans et tu sais tout ce qu'il y a là-dedans. Ben non, ça ne marche pas comme ça. Il faut le mettre en contexte, il faut éduquer, il faut dire voilà, là il y a une situation, qu'est-ce que tu fais, comment tu peux utiliser les connaissances que tu as, tiens, tu peux faire ceci et cela, ça c'est bien, ça c'est moins bien, ça c'est carrément mal. Et là on transmet des valeurs. Et il va falloir faire un peu la même chose avec les IA. On n'y est pas. Et exactement. Et en fait, c'est un peu le leitmotiv de mon entreprise de Cognitalk que j'ai lancé il y a 3 ans. Je me définis comme l'école des IA dans un avenir certain. Bonsoir. Yann Lecken, donc ici. Pardon. Yann Lecken a dit il y a quelques semaines que après le développement du machine learning puis du deep learning, la prochaine étape sera le predictive learning. Est-ce que vous trois pensez pas que tant qu'on n'aura pas du predictive learning, c'est-à-dire que par rapport au deep learning où il crée lui-même les concepts, est-ce que tant qu'il n'y aura pas de predictive learning où lui-même pourra comprendre le mécanisme d'apprentissage et tout ce qui va avec, on n'avance pas, entre guillemets, en regardant dans le rétroviseur. Du coup, en prenant tout ce qui existe aujourd'hui, on va recréer quelque chose de nouveau, mais il est
pas capable d'inventer de nouveaux concepts ou voilà. Est-ce que pourrais-tu nous définir un peu mieux predictive learning? Je suis pas Yann LeCun, mais de ce que j'ai compris, c'est que deep learning, il comprend les concepts prédictive et il planche dessus, donc on ne sait pas trop encore à quoi ça ressemblerait, mais ce qu'il disait, c'est que vraiment, ça serait en tout cas la clé de la conscience, parce que c'est ce qui lui donnerait la capacité de comprendre ce que c'est que d'apprendre et du coup de développer par lui-même des nouvelles solutions que nous-mêmes n'aurions pas imaginées. Pour tout. Je comprends, enfin, je me suis pas encore du tout intéressée à ça, donc là c'est purement ce que j'en comprends. En effet, si on part du constat que toutes les technos actuelles, donc deep learning ou du machine learning actuel, se basent en effet sur des données existantes et passées pour apprendre et prendre une décision là-dessus, il va pas arriver à inventer des nouveaux concepts ou à inventer des choses nouvelles qu'en fait il a jamais vraiment vues, ou en tout cas qu'il n'est pas capable d'extrapoler par ce qu'il a vu. Il peut prendre une décision. Il peut arriver enfin, il y a quand même de ça. L'algo peut quand même arriver à prédire ou à prendre une décision sur des choses qu'il n'a jamais concrètement vraiment vues. C'est le but. Mais oui, en effet, si on veut aller, je pense, dans ce qu'on décrit de cette IA, cette vraie IA, j'imagine qu'en effet, il faudra aller faire des choses comme ça. J'en sais pas plus en vrai. En tout cas, ça pose vraiment. Enfin, les algorithmes prédictifs, les systèmes prédictifs, ça existe déjà. Alors, c'est peut-être pas aussi dans l'approche très technique certainement de Yann LeCun sur le sujet, mais vous avez déjà des logiciels de police prédictive, de justice prédictive, qui sont déjà utilisés, qui posent aussi des questions, mais qui sont déjà utilisés. Par exemple, il y a eu des juges aux États-Unis qui utilisent un logiciel, un système d'intelligence artificielle pour les aider dans la décision à prendre de libérer de manière anticipée des détenus. Donc en rentrant des catégories, âge, etc., historique un peu lié à la personne. Et du coup, donc c'est pareil, c'est un système prédictif donc, qui est basé sur une multiplicité de données. Enfin, je pense que là, on parle aujourd'hui d'intelligence artificielle parce qu'on a un changement de paradigme qui est des puissances de calcul inédites et des masses de données inédites. C'est ce qui, à mon avis, a donné un nouvel essor à l'intelligence artificielle. Ce qui se pose, en tout cas, par rapport à ces systèmes prédictifs, ça pose quand même des vraies questions par rapport à l'explicabilité de pourquoi le système est arrivé à cette recommandation. Et puis, deuxième question, quelle est la marge de manœuvre de l'être humain par rapport à la recommandation du système? Parce qu'on a vu avec des juges américains qui, en fait, reproduisaient les recommandations du système d'intelligence artificielle pour décider de libérer ou non des personnes. Quand on leur demandait, vous savez un peu pourquoi, comment fonctionne le logiciel, ils n'en avaient aucune idée. Donc ça pose aussi cette vraie question sur des décisions qui vont être opposables à des individus, des êtres humains sur des matières qui ne sont pas négligeables. Ça peut être votre remise en liberté, ça peut être se voir accorder un prêt. Voilà, ce sont des décisions qui sont opposables à des individus. Et la question se pose, comment on peut expliquer le raisonnement du programme pour arriver à la décision qui est prise et qui est opposable à un individu. Donc effectivement, c'est ce que tu disais. Les réglementations commencent à s'intéresser de plus en plus précisément à imposer une transparence particulière pour permettre aux personnes de se voir expliquer comment ça fonctionne. Mais ça pose quand même une vraie question d'intelligibilité pour des personnes comme moi qui n'y connaissent rien. C'est pas la peine de me donner un code source, c'est pas la peine de m'expliquer la technique, je vais rien y comprendre. Et on bascule quand même, on voit qu'il y a un besoin d'expliquer quand même les décisions basées sur des systèmes d'intelligence artificielle pour légitimer toujours une décision qui vous est opposable. C'est-à-dire,
et c'est lié à la responsabilisation des individus. C'est-à-dire ce n'est pas parce que je vais avoir un système d'intelligence artificielle que je dois lui faire une confiance aveugle et que je dois appliquer sa décision sans avoir à m'en expliquer et sans avoir à être responsable de ma décision de reproduire cette décision vis-à-vis des individus. Et je pense que c'est là aussi que le droit va avoir son rôle à jouer pour essayer d'accompagner cette explication avec pas juste un droit à l'information qui est le cas plutôt aujourd'hui. On va vous dire, oui, il y a un système, effectivement, ça fonctionne un peu comme ça. Non, il faut vraiment nous expliquer comment, sur la base de quoi, la décision a été prise via ce système et avec une décision qui nous est opposable. Ouais, c'est très bien ce que tu dis. En fait, ça met un peu de lumière sur l'état des choses aujourd'hui, technologiquement parlant maintenant. Parce que dans les années, je parlais des expert systems, des systèmes experts dans les années 80-90, qui étaient parfaitement explicables, parce qu'il y avait des règles là-dedans, donc on pouvait appliquer de la logique, on pouvait faire un raisonnement, et on savait exactement pourquoi tel système d'experts prenait telle décision en vue de telle donnée. Avec le machine learning aujourd'hui, ça fait plutôt des boîtes noires qui font quelque chose, qui marche plutôt globalement statistiquement mieux que ce qu'on faisait dans les années 80-90, d'où pas mal de progrès aujourd'hui, mais l'explicabilité, elle a disparu. Donc c'est parce que c'est des boîtes noires avec des réseaux de neurones et autres du deep learning qui sont justement pas ouverts, qui ne sont pas transparents. Donc et ça me ferait revenir aussi à la discussion précédente sur l'éducation. Parce que lorsqu'on explique quelque chose à un enfant, souvent, surtout quand vous avez des enfants de 6 ans, 7 ans, on a la question pourquoi et pourquoi. Et donc voilà, nous on est curieux, on veut savoir pourquoi. Une intelligence artificielle, aujourd'hui, elle ne pose pas ces questions pourquoi. Elle avale beaucoup de données, elle dit bon voilà, c'est ça en moyenne la meilleure réponse. Et je pense que ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est de remarier en fait ce machine learning d'aujourd'hui avec du machine learning d'il y a 30 ans, qui était beaucoup plus explicable, qui avait la capacité de raisonner. Il y avait un terme, surtout en France, il y avait une école très forte, on y a là-dessus. On a construit des raisonneurs en France, et on était connus pour ça sur la planète. Et ça nous a permis de répondre à ces questions. Pourquoi ? Et je pense que si on arrive à marier aujourd'hui, et ce n'est pas fait, mais vraiment pas, là on parle du futur, si on arrive à marier cette intelligence artificielle il y a 30 ans avec le machine learning, donc on aura peut-être opportunité de répondre à ta demande. Alors justement, en parlant d'école, en parlant d'enfants, je remarque qu'on a beaucoup de personnalisation et d'humanisation de l'IA à travers les différents propos, aussi bien au niveau des questions que des réponses. Là me vient justement la réponse à la précédente question sur ce qui fait peur ou ce qui pourrait limiter, c'est justement jusqu'à où on peut personnaliser, à partir de quand on peut commencer à personnaliser un peu le rapport à l'IA, à l'humaniser. Et surtout, est-ce qu'on a déjà réfléchi, ou en tout cas, est-ce qu'il y a déjà des études ou des réflexions autour de la correspondance et des relations entre machines intelligentes et humains ? Alors, je vais parler, je pense que je vais prendre quelques exemples bien concrets et après, peut-être, je vous laisserai voir pour l'avenir, disons. Mais un exemple bien concret qu'on a souvent, en tout cas à Recast, quand on développe des chatbots pour des compagnies, il y a toujours ces questions de personnalité, ok, je vais faire un chatbot, mais qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je dois dire que c'est un chatbot ou pas ? Est-ce que je dois le faire passer pour un robot ou pas ? Est-ce que je fais croire à mes utilisateurs qu'ils sont en train de parler à un humain ? On a fait plusieurs essais. Et ce qui s'est révélé à la fin, le mieux, c'est de ne jamais mentir. C'est quand même un petit peu mieux. Et de toujours, en effet, annoncer le fait, non, là, tu es en train de parler à un bot et je vais faire tout ce que je peux pour t'aider, mais je ne suis pas un humain. Pourquoi ? Parce que, il y a plusieurs raisons. Hein. Première raison, je pense, la plus terre-à-terre, c'est qu'aujourd'hui, on
en tout cas dans ce que je vois et dans l'écosystème dans lequel nous on évolue, il n'y a pas un bot qui peut concrètement se faire complètement passer pour un humain et qui ne peut pas remplir tout ce que tu attendrais, tout ce que tu projettes sur le fait que tu es en train de parler à un humain. Donc du coup, l'expérience va être super déceptive, donc du coup, ton utilisateur, au lieu d'être content, il va être pas content, et ça, c'est pas très bien pour toi. Donc d'un niveau business, il vaut mieux pas. Parce que tu n'as pas envie de frustrer tes utilisateurs, concrètement. Je pense que on n'est pas non plus à des années-lumière à passer le fameux test de Turing. Je sais pas, hein, mais aujourd'hui, nous, de toute façon, dans la manière dont on fonctionne, on conseillera toujours de dire non, annonce que c'est un bot et joue avec ça. Et ne fais pas croire à tes utilisateurs qu'ils sont en train de parler à un humain, ça sert à rien. Oui, et puis au niveau juridique, je sens que je vais avoir des boulettes de papier à la fin. De toute façon, la personnalisation est finalement un des domaines les plus cadrés aujourd'hui via la réglementation sur la protection des données à caractère personnel. Également, l'information, si vous êtes dans une prestation de service vis-à-vis de consommateurs, vous avez aussi le droit de la consommation qui s'applique avec des obligations d'information renforcées pour justement éviter des manipulations, des tromperies dans l'interaction. Donc, et puis, dès lors aussi que vous traitez des données à caractère personnel pour personnaliser une offre ou une interaction, vous êtes dans une obligation quand même de transparence sur la collecte des informations, sur les finalités de votre traitement. Et il faut savoir qu'avec la nouvelle réglementation européenne qui va être applicable en mai 2018, le profiling est spécifiquement visé maintenant par le nouvel règlement et va exacerber finalement le droit à l'information des individus sur justement ce qu'on abordait tout à l'heure, l'information du recours à un système qui va traiter les informations et l'explication de la logique du traitement qui est appliqué. Donc ça, c'est ce qui existe. Maintenant, effectivement, ça pose quand même... Il y a des vrais défis, pour le coup, plus éthiques qui s'annoncent aussi. C'est des questions qui ont été examinées dans les interactions robots-humains, notamment des questions sur les formes des robots, par exemple. Les formes humanoïdes pouvaient poser plus de questions, également les usages vis-à-vis de personnes vulnérables, vis-à-vis de personnes âgées, vis-à-vis d'enfants. Ça implique aussi des réflexions particulières. Et pour l'heure, il n'y a pas de réglementation directe qui s'applique. Mais on voit, après c'est un choix d'entreprise pour l'instant. C'est dommage, il faudrait que ce soit un peu plus, à mon avis, réglementaire et obligatoire. Mais c'est vrai que c'est aussi un choix d'entreprise. Moi je pense que c'est plus intelligent pour une entreprise qui veut se lancer là-dedans d'intégrer ces dimensions et d'avoir vraiment une approche responsable en gouvernance de ces approches, en intégrant ces questions. Il y a une société comme Spoon, je ne sais pas si vous connaissez, qui travaille sur l'intelligence artificielle et les robots, qui a vraiment cette démarche d'intégrer une approche éthique et philosophique dans le développement de ces systèmes. Et je pense que c'est assez intelligent, notamment quand on parle de questions d'acceptabilité in fine des solutions pour les personnes. Parce qu'il ne faut pas négliger le pouvoir aussi de résistance des êtres humains que nous sommes par rapport à des technologies qui vont peut-être nous rendre mal à l'aise ou vont être perçues comme invasives ou non respectueuses de nos droits fondamentaux. Parce qu'il faut, on voit aussi que ces systèmes d'intelligence artificielle remettent à la mode au niveau juridique la notion de droit fondamental. Maintenant, on n'est plus dans des règles spécifiques de domaine appliqué. On revient aux bases et on revient à des notions fondamentales de respect de l'individu et de la dignité des personnes. Bonsoir. J'ai entendu ce soir les mots éducation, esclavage et intelligence supérieure. Dans l'éducation, mes parents ont essayé de me donner la meilleure éducation, j'espère qu'ils y sont parvenus. J'ai pu rencontrer des mauvaises influences sur mon parcours et faire des petits détours. Dans le cadre de l'esclavage, on a des cas historiques de soulèvement d'esclaves qui ont refusé leurs conditions. Et après, intelligence supérieure fait que se pose la question du contrôle et de l'interaction entre les intelligences artificielles. Est-ce que, c'est une question peut-être un peu naïve, mais est-ce que les intelligences peuvent, sur un marché mondial, avoir des tiers-lieux dans lesquels ils peuvent échanger sur les bonnes pratiques ?
et les moins bonnes, finalement? Je pense que là où vous voulez aller, si j'ai bien compris, je ne suis pas sûr, c'est est-ce qu'il y a un danger parce qu'il pourrait y avoir une espèce de révolution des IA à la, je sais pas, la Transformers ou quelque chose comme ça ok. Oui, c'est le principe, oui, pourquoi pas. Moi, je pense qu'il y a un danger beaucoup plus terre-à-terre qui consiste qui est traité dans le livre de Bostrom sur Superintelligence et qui consiste à avoir des machines qui sont programmées pour faire quelque chose. Donc imaginez, son exemple, c'est la machine qui fait des trombones. Et on a dit, ouais, il faut que tu fasses le plus efficacement et le plus de trombones par jour que ce que tu peux faire. Et cette machine prend ça au sérieux, mais elle est intelligente, donc elle va chercher toute la matière qu'elle peut prendre pour faire des trombones. Et à un moment donné, les gens vont dire, mais attends, j'ai besoin de métal aussi pour construire autre chose. Non, 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 tu peux plus faire. Moi, je dois faire des trombones. Et après, il va bouffer toute l'électricité. Et les gens vont dire, attends, j'ai plus de lumière. Attends, je m'en fiche. Moi, je dois faire des trombones. Donc, je pense que vous commencez à comprendre ce que je veux dire. Donc, on a programmé des machines pour une certaine utilité, pour une certaine fin. Et cette machine a l'obligation, on l'a programmée pour ça, de faire ça et de le faire le plus efficacement possible. Donc là, on a créé une machine qui n'a pas de mal en soi en elle, mais elle va faire quelque chose pour qu'elle ait été programmée, mais c'est en contradiction, in fine, éventuellement, avec les objectifs ou avec les valeurs de la société. Donc ça, c'est beaucoup plus, c'est pour moi un problème beaucoup plus réaliste que la révolution des IA. Mais encore une fois, je pense que tous ces phénomènes-là et toutes ces histoires, ça vient d'une seule et même cause, c'est qu'il y a une programmation. Et Jasmine, on en a parlé tout à l'heure, quand un dev qui programme quelque chose, ce dev, il est obligé de voir très loin pour prévoir toutes les conditions, toutes les situations que cette IA ou cette machine ou ce logiciel puisse rencontrer. Et c'est en fait ce dev, ce programmeur qui est un peu court, parce qu'il ne peut pas tout prévoir. Et c'est pour ça que moi je suis assez confiant, si on a une intelligence qui va réagir contextuellement au fur et à mesure qu'il continue à apprendre, si on lui a donné les bonnes valeurs de base dans notre société, comme on le fait avec nos enfants, moi je suis confiant. Pourquoi ça ne marcherait pas avec une machine très 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 logique qui va probablement les respecter beaucoup plus consciencieusement qu'avec un gamin qui, en face d'un grand morceau de chocolat, va peut-être mentir un peu pour l'avoir. Donc moi je suis assez confiant là-dedans. J'espère que ça a répondu un peu à la question. Oui. On va juste prendre une dernière question. Oui, alors, bonjour. Moi, j'avais j'ai une question et j'aurais aimé avoir votre avis, notamment vous, Elisabeth. Il y a quelques semaines de cela, l'Arabie Saoudite a officialisé le premier humanoïde robot, donc avoir une nationalité, robot Sophia, qui a tenu un discours au Web Summit il y a quelques jours. Et j'aurais aimé avoir votre avis sur ce sujet-là. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Puisque finalement, on peut supposer que comme il a une nationalité, il peut avoir éventuellement les mêmes droits qu'un citoyen lambda. Oui, alors, moi, mis à part l'effet buzz, j'en pense pas grand-chose. Ça pose des... Enfin, pour moi, c'est justement ce genre de choses qui nuisent un peu au débat de fond. Typiquement, on bascule voilà, dans une dimension qui est complètement un peu alternative, très prospective, mais voilà, pas très déconnectée, je pense, de la réalité et des technologies et de l'encadrement de ces technologies. Reconnaître... Bien sûr, voilà, on a tous vu les films de science-fiction. Enfin, faut savoir que c'est des technologies qui sont très fantasmées, en fait. Hein. Ça part vraiment d'un fantasme. On peut revenir à la créature de Frankenstein, avec toujours cette vision de créer, voilà, d'avoir ce pouvoir créateur d'un individu équivalent à l'homme, d'avoir un peu donc
qui a été entretenu par des œuvres de science-fiction. Typiquement, moi, quand je vois un robot humanoïde qui tient une conférence à qui on a accordé la citoyenneté, je bascule un peu là-dedans. Mais je trouve que ça nuit un peu à la réalité des technologies qui seront, à mon avis, plus utiles, plus précises. Pour moi, un robot, c'est pas forcément le robot idéal, c'est pas forcément ce robot-là à qui on accorderait une citoyenneté et donc des droits. Oui, vous avez raison. Si un robot est citoyen, on va lui accorder des droits, on va lui accorder des devoirs. Très bien. Une fois qu'on a dit ça, comment ça se passe ? Je pense que ça ramène à des questions philosophiques qui me dépassent très certainement. Mais je pense que voilà, on a aussi beaucoup parlé de conscience. Pour moi, ça aussi, c'est complètement farfelu. Un système aujourd'hui, un système, un robot n'est pas du tout. C'est une machine. C'est du code ou c'est des fils. Et enfin voilà, c'est ça la réalité. Et bien sûr, ça va avoir des fonctionnalités fantastiques et donner des opportunités formidables pour nous, les individus. Moi, tant que j'envisage ça comme ça, je trouve ça plus constructif que de dire je veux créer un individu virtuel à qui je vais accorder des droits pour être acteur de quoi, comment dans la société, quelle utilité, quelle finalité, quels usages. Enfin, tout ça, je pense que c'est des questions. Faut pas en faire l'économie, bien sûr. On peut faire des super films avec des robots comme ça et des scénarios comme ça, mais dans notre réalité concrète, je suis pas sûre que c'est ça qui soit le plus intéressant à explorer, même au niveau juridique. C'est pas forcément dans les travaux qui sont aujourd'hui menés, c'est pas ce genre de scénario qui est exploré en priorité, loin de là. On va avoir une dernière question, juste la dernière, là-bas. Bonsoir à tous. Alors, ce soir, on a parlé d'intelligence artificielle qui nécessite aujourd'hui d'énormes quantités de données pour pouvoir avoir des notions d'apprentissage, d'énormes quantités de données qui sont donc basées sur de la statistique. On sait qu'aujourd'hui, les Américains et aussi les Chinois ont capacité à glaner énormément de données pour pouvoir avoir des outils qui sont capables d'être efficaces sur l'intelligence artificielle. Nous, en Europe, j'ai l'impression qu'un petit peu moins. J'ai l'impression plutôt que l'Europe, aujourd'hui, essaie de protéger les utilisateurs et les consommateurs de leurs données. Madame en a parlé tout à l'heure avec la GRDP qui sort en mai 2018 sur la protection des données et des métadonnées des utilisateurs. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, en tant que cofondateur et cofondatrice de boîtes dans l'IA en Europe, est-ce que vous savez si l'Europe peut être avec nous sur cette capacité à amasser des données là où les États-Unis n'ont aucun problème aujourd'hui, d'un point de vue légal, à récupérer autant de données? Est-ce que nous, on n'est pas un peu la ramasse en termes d'agrégation de données pour arriver à des intelligences artificielles? C'était ma question. Qu'en pensez-vous? Alors, je vais ramener ta question à ce que moi je vis en tout cas au quotidien. On travaille avec des très grandes, des très belles boîtes françaises qui ont beaucoup de données, concrètement, dont on se sert pour entraîner justement nos algos et pour leur fournir un certain service. Et ils ont ces données, hein, sincèrement. Et c'est génial d'ailleurs, on s'éclate avec et c'est super. Après, il y a un autre truc aussi, on parle pas souvent de ça quand on parle d'intelligence artificielle, c'est qu'il y a certaines recherches aussi qui évoluent vers le fait de pouvoir partir avec un très 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 peu de données. Enfin, de comment est-ce qu'on serait capable, je sais plus quel est le nom technique, mais genre de partir de quelques exemples et pas avoir une masse énorme de données pour justement avoir un truc en deep learning, machin. Nous, mais typiquement, à Recast, quand on a démarré, notre plateforme, on la voulait collaborative et pour des développeurs. Et on se disait, ces devs, ils n'auront pas de données. Ils auront la flemme aussi d'entraîner leur chatbot à comprendre plein de choses. Et si on prenait aussi le parti de se dire, faut qu'on marche avec pas beaucoup de données. Et c'est quelque chose qu'on a mis dans notre technologie aussi dès le départ. Et on a mis un point d'honneur à essayer de travailler avec peu de données. Donc il faut faire aussi attention à ça. Je pense qu'il va y avoir certaines branches dans l'IA qui vont évoluer avec peu de données. Enfin, donc ça ne veut pas non plus... voilà. Mais sinon, j'en sais pas plus sur les... Ok, oui, Google, Facebook, ils ont plein de données et c'est des Américains. Mais les super belles boîtes françaises ont aussi pas mal de données, quoi. Des beaux historiques.
Et si la question c'est par rapport à la législation, est-ce qu'on ne se complique pas la vie un peu trop en Europe et c'est pour ça qu'on a un désavantage compétitif? Certainement. Mais si on regarde par exemple par rapport à l'écologie, en Europe on a pris ça, notamment en Allemagne ou en Suède, dans certains pays on a pris ça beaucoup plus tôt au sérieux, ce qui a justement mis une contrainte sur le marché. Donc pendant un certain nombre d'années ça a freiné, très clairement. Mais cette contrainte supplémentaire sur le marché, c'est aussi un défi. C'est aussi quelque part une opportunité, et ça, notamment en Allemagne, ça a clairement demandé à toute une branche, toute une industrie de changer plus tôt que d'autres. Et aujourd'hui, cette industrie a clairement un avantage compétitif par rapport au reste du monde, parce que les Allemands étaient plutôt sur un traitement de recyclage, etc., et qui sont aujourd'hui leaders sur la planète. Donc moi je pense que des contraintes, ça peut être aussi une force. Dans un premier temps, ça freine, oui, mais si ces contraintes-là ont du sens, c'est-à-dire s'ils sont vraiment basés sur des principes, et je pense en l'occurrence GDPR et tout ça, on a parlé un peu avant cette séance ensemble avec Elisabeth, je pense que on a tous envie que nos données perso soient protégées. Je pense que c'est valable pour nous tous. Et donc je pense que c'est un bon principe, et je suis persuadé que dans un certain avenir, je ne sais pas dans combien d'années, mais ça va se retourner. Et aux États-Unis, ils avaient le jeu facile d'abord, mais après, ils n'ont pas vraiment forcément eu les contraintes qui vont s'imposer peut-être plus tard à toute la planète. Et là, on a peut-être un avantage, pour donner un aspect un peu positif et optimiste à ça. Super, merci beaucoup. Merci pour cette table ronde.